Donc, on compte, parce que l'autre sujet, c'est... alors, on le voyait venir avec les négociations que j'ai racontées ici, un peu complexes, mais très intéressantes, autour d'un éventuel blocage, enfin, plafond pour les prix du gaz, non pas, encore une fois, à la sortie du tuyau, enfin, il n'y a plus de tuyau. Donc, la question ne se pose plus. Mais enfin, le sujet, non pas... on importe toujours du GNL russe, cela dit. Donc, non pas à la sortie des terminaux GNL, mais bien au moment où les énergéticiens qui font de l'électricité avec le gaz produisent, et donc on compense en fait auprès des énergéticiens les pertes qu'ils auraient si on plafonne le prix de l'électricité à 180 € le mégawattheure ou à 200 € le mégawattheure, alors qu'il en vaut peut-être 500, 1000, qui sait. Donc on a beaucoup expliqué pourquoi les Allemands n'en voulaient pas. Et là, les divisions apparaissent encore plus fortes avec ce paquet à 200 milliards et Mario Draghi et Thierry Breton qui disent vous plaisantez ou quoi? C'est une distorsion de concurrence à partir du moment où tous les États n'ont pas les moyens de l'Allemagne pour subventionner à ce point l'ensemble de ceux qui ont besoin d'énergie. Là, on voit très loin c'est la fracture. On voit la fracture, européenne entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui ont ceux qui ont les ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont un intérêt économique extrêmement fort, les Allemands avec leur industrie très dépendante du gaz russe, et ceux qui ont on va dire moins d'impact à la fois de l'industrie et du niveau du gaz. Et effectivement, on voit que toute l'architecture qui était mise en place au début du conflit en Ukraine, avec une coordination européenne très très forte, c'est en train globalement de s'arrêter. Et on voit en plus des lignes de fracture qui sont totalement différentes, puisqu'on avait des liens qui étaient très forts entre l'Allemagne et un certain nombre de pays du Nord sur la nécessité d'avoir des dépenses publiques extrêmement... les frugaux. Et on voit que l'Allemagne est plus frugale. Voilà, entre d'un côté les Finlandais, les Autrichiens, les Allemands et les Néerlandais, c'est plus exactement les mêmes intérêts. Ouais. Et l'Allemagne, politiquement, une fois de plus, dit à son peuple: je vous ai demandé énormément d'efforts ces dernières années, en baissant les salaires, en augmentant la productivité et en poussant quand même un certain nombre de jobs qui n'étaient pas très bien payés. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui des marges financières plus importantes. C'est le moment que je choisis pour vous donner, moi, pouvoir politique allemand, à vous, peuple allemand, les fruits de vos efforts. Et les autres peuples européens, d'une certaine façon, n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc on retrouve un peu la même logique qu'on avait dans certaines heures financières de l'Europe, et cette fois on le retrouve... dès que c'est... Enfin, il faut être... à un moment, il faut regarder la vérité en face. On est d'accord pour faire la guerre par procuration, globalement, voilà. Dès que ça devient un peu chaud, on n'y arrive pas. Exactement. Dès que ça devient un peu chaud, on n'y arrive pas. En fait, c'est le même principe que ce qu'on s'expliquait ensemble, le même principe que la liquidité bancaire qui n'arrive plus, quand la liquidité d'approvisionnement énergétique n'arrive plus, c'est chacun pour soi. François-Xavier. Avec juste, attends, parce que tu dois suivre ça de très près, peut-être un petit problème, l'Allemagne est un état de droit, peut-être un petit problème constitutionnel sur le niveau d'endettement, donc... c'est hors bilan. Ils ont... mais il est pas... Alors, il faut expliquer, vas-y, explique... Non, l'idée, ils ont créé en fait du hors bilan avec le Covid, comme tout le monde, et là, la fameuse Cour constitutionnelle de Karlsruhe s'est déjà prononcée sur le fait qu'ils pouvaient le faire sur le Covid. Bon. C'était 60 milliards, si je ne m'abuse, de hors-bilan. Après, le sujet, c'est que c'est peu ou prou toujours la même poche. Alimenter le fameux fonds... Voilà, qui va être maintenant alimenté à coût de centaines de milliards d'euros. Le hors-bilan commence à avoir bon dos. Voilà. Et comme c'est pas la France, c'est pas plus c'est gros, plus ça passe. Je pense qu'effectivement, il y aura au minimum des discussions constitutionnelles sur le sujet. Ouais. Est-ce que ça peut aboutir à une révision constitutionnelle allemande? Ça paraît compliqué, mais c'est pas totalement impossible non plus. Donc interdiction de budget en déficit de plus de 0, je ne sais pas combien. Oui, voilà. Il n'y a pas des contraintes pour circonstances exceptionnelles ou choses comme ça? Ça va être tout le débat. Il a quand même... ça va être tout le débat. Est-ce qu'effectivement, on applique la jurisprudence Covid à la guerre en Ukraine? Il y a un vrai fondement juridique. Ouais. Mais les Allemands, en particulier la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, sont quand même très très attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit. Donc, au moment où tout le monde a peur du virus, y compris les juges constitutionnels de Karlsruhe, ils peuvent être peut-être un peu plus flexibles que maintenant.
Tu voulais ajouter un truc, Non, François-Xavier ? juste fondamentalement, depuis la fin des accords de Bretton Woods, une machine à créer de la dette et à la distribuer via la dépense publique. C'est juste, on a pensé que l'Allemagne avait un modèle équilibré d'un point de vue budgétaire, et en réalité, à la moindre crise, tu es obligé d'ouvrir les vannes. Et donc, en fait, mécaniquement, on construit. Mais c'est fait pour ça. La dette. Oui, mais c'est fait pour ça. Mais c'est en fait, 71, je ne voudrais pas dire de bêtises. À la fin des accords de Bretton Woods, c'est 71. 71. Enfin, le 15 août 71, l'annonce de Nixon de l'arrêt de la parité $35 pour une once d'or. Voilà, c'est la fin de l'étalon or. Et c'est à partir de ce moment-là que tout se bat en couille. Que tu commences. Non, mais que tu commences. Mais non, mais c'est la grande théorie de Jean-Marc Daniel, la racine de tout. Ah ben Et là, lui dit-il. De loin, la date la plus importante pour expliquer notre modèle économique aujourd'hui, de loin. Mais ça nous a permis aussi, il faut garder l'équilibre, ça nous a permis aussi de construire, grâce à ces mécanismes financiers et grâce à effectivement cet empilement de dettes considérable, une prospérité considérable. On a construit dans le monde occidental une augmentation du niveau de vie absolument exceptionnelle, et tu en parles parfaitement bien dans ton livre justement, sur le fait que il y a 50 ans, il fallait beaucoup plus d'heures de travail, par exemple, pour se payer une voiture qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a alimenté effectivement les investissements, la productivité par énormément de mécanismes financiers. Les mécanismes financiers se sont retrouvés dans l'économie. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive un peu à la limite du... Ce qui est marrant d'ailleurs, l'automobile est une bonne image, parce que depuis, en gros 5-6 ans, c'est en train de reculer, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau de plus en plus d'heures de travail pour acheter une voiture, et la voiture est en train de devenir un produit de luxe. Sur la durée, tu as quand même une baisse tendancielle, c'est ce que dit Wilfried. Mais sur 5-6 ans, c'est en train de s'inverser, c'est ça qui est intéressant, qui montre justement peut-être les limites d'un système d'endettement généralisé. Là, je pense que la limite, tu as deux choses. Tu as la partie technologique qui fait que fondamentalement, tu as des gains technologiques qui fait que les produits sont de moins en moins chers et qui créent une baisse des prix permanente. Et c'est en fait, c'est aussi dans mon livre, c'est le fait de... Rappelle-en le titre. La crise de l'abondance. La crise de l'abondance. Éditeur Éditeur, c'est les éditions de l'Observatoire. Les éditions de l'Observatoire. Voilà. 25 €. 20 €. 20 €. 20 €. C'est bien. L'inflation n'a pas encore frappé. Tu vois, l'inflation n'a pas encore frappé. Exactement. Ah bah oui. Avec les 5% du quote, si tu souhaites, si tu achètes là où tu as envie. Anyway, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'on a besoin justement pour équilibrer cette création de richesse par une baisse des prix, de créer de la monnaie. Et on la crée par la dette, et je pense que c'est une insanité de la créer par la dette, et qu'effectivement, il faut repenser complètement. On parlait de Bali, Bretton Woods, etc. Il faut repenser complètement la façon dont on crée de la monnaie, parce que aujourd'hui, l'aboutissement inévitable de 40 ans de création monétaire par la dette, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, les banques centrales qui créent de la monnaie et qui le distribuent par le principal canal qu'ils ont, qui sont les États. Et les États qui deviennent finalement une espèce de passage obligé. Ah ben oui. Et donc l'indépendance des banques centrales, de facto, est quand même beaucoup plus limitée. On parlait des liens entre la Banque d'Angleterre et le Royaume-Uni, mais objectivement, en fait, tu es dépendant de ton client. C'est un monopsome en fait. Ton client est la seule habilité qui peut distribuer ses liquidités. Et donc c'est je suis obligé de racheter les. C'est la fameuse phrase qu'ont prononcée énormément de milliardaires. Quand j'ai une dette de 10 000 €, je ne dors pas. Quand j'ai une dette d'1 million d'euros, c'est mon banquier qui ne dort pas. Voilà. Et la Banque centrale européenne est vraiment dans cette situation-là. Et les 200 milliards allemands sont... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Quelque chose de très, très important. Parce que cette nouvelle majorité social-démocrate, avec quand même un ministre des Finances qui, lui, a priori, Christian Lindner, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, et oui, voilà, était plutôt vrai orthodoxe, il lâche aussi. Donc c'est quand même la dernière digue qui est en train de lâcher, là. Et donc en fait, c'est la dernière digue, et malgré tout, ça vient dans un processus. C'est-à-dire, le processus allemand, c'était je fais justement des réserves pour le moment où j'en ai besoin. Et l'argument de Lindner, c'est en ce moment, compte tenu de la guerre qui est à nos portes, nous en avons besoin. Donc le modèle, c'était pas un modèle, justement, il valide le modèle d'une certaine façon allemand, c'est-à-dire c'était pas un modèle d'austérité forcée pour accumuler des richesses un peu à la façon des mercantilistes d'il y a quelques siècles, c'était pour avoir la capacité effectivement, de faire un peu comme tout bon keynésien, c'est-à-dire à un moment donné, quand j'ai besoin, je lâche les rênes budgétaires pour recréer de la demande.
finalement, c'est assez classique ce qui. Sauf que c'est pas des réserves. C'est déjà l'Allemagne a une dette qui est de quoi 65-70% du PIB, quelque chose comme ça. Au niveau où on en est aujourd'hui, c'est bien là. C'est exactement ce où que est le problème. Mais où est le problème? Et ben voilà. Mais c'est la dernière digue qu'il lâche. C'est-à-dire, s'il y avait un pays quelque part, si peut-être les Pays-Bas quand même, qui respectait les critères de Maastricht, c'était l'Allemagne. Il y avait le Luxembourg aussi. Voilà, le Luxembourg, les Pays-Bas. Voilà, c'est fini. Oui, mais tout ça vole en éclats. Mais où est le problème? T'as raison. La seule question qui se pose pour des dettes d'État, c'est est-ce qu'on est capable de gérer les conséquences de ces dettes? Non pas de les rembourser, puisque un État est éternel, contrairement à une entreprise, contrairement à un particulier. Donc la vraie grande différence ontologique de la dette des États par rapport aux autres dettes, c'est qu'elle n'a jamais à être remboursée. La seule question, c'est est-ce qu'on est capable de gérer ses conséquences? Donc le service de la dette, les augmentations possibles de taux, etc. Et donc, vu effectivement la réserve de production de l'économie allemande, on peut dire il n'y a aucun problème. Le problème commence à se poser quand, pour certains pays, on commence nous à être à mais Wilfried, mais non, enfin, je suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord avec surtout, martelons-le, répétons-le, les États ne remboursent pas leurs dettes. Jean-Marc, tiens, c'est 2 fois, je cite Jean-Marc Daniel, dans son bouquin sur l'argent magique, explique, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est quelque chose comme 1850, 1860, jamais aucun budget d'un État développé occidental n'a prévu le remboursement de la dette. Jamais. Voilà. Non. Il y a extinction, les dettes roulent, on en est sur le service. Bon. Mais l'ensemble de Draghi, whatever it takes, l'ensemble de notre architecture en zone euro, la force de la Banque Centrale Européenne, tient quand même in fine parce qu'il y a le socle allemand. C'est ça. Est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne qui est en dernier ressort ou est-ce que c'est en fait l'Allemagne qui est en tout dernier ressort? Pour le coup, je pense que c'est la BCE. Je suis assez d'accord avec Wilfried. C'est vrai? J'ai des doutes, les amis. Non, mais au Japon, t'es à un niveau d'endettement qui est encore plus élevé. Non, mais au Japon, c'est différent. On l'a beaucoup expliqué. C'est une île. C'est les Japonais qui détiennent la dette japonaise. Le dernier Japonais sera empereur. Enfin, c'est très particulier. Je pense que tu as largement raison, mais pas totalement. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne ne doit pas dériver complètement en termes de finances publiques. Compte tenu du choc géostratégique monstrueux que constitue quand même l'irruption de la guerre en Europe depuis 1945. D'accord, tu dis 200 milliards, c'est pas cher payé. Je mets 5% du PIB, je mets 5% du PIB allemand pour gérer les conséquences. Pour moi, ça me semble encore acceptable. S'ils avaient dit je mets 1000 milliards, là ça commence à être totalement disproportionné. Mais on est dans la logique aujourd'hui d'absorber un choc qui est considérable. Et comme le dit justement François-Xavier, on peut avoir à un moment un retournement stratégique qui fait que l'an prochain ou dans 2 ans, on aura effectivement de nouveau du gaz par plein de canaux. Et donc, dans ce cas-là, Tu joues combien, là sur le loto Poutine, là, je ne joue rien sur la guerre en Ukraine, tant l'incertitude est monumentale aujourd'hui. Simplement, il se passe beaucoup de choses actuellement. Donc, pour en revenir à la question de la dette, moi, je ne pense pas que le problème soit financier, en fait. Je ne pense pas que le problème soit un problème de remboursement, paradoxalement. Non, pas de remboursement, mais il faut assurer. En gros, ce que Wilfried nous a décrit en démarrant cette émission sur le UK, et ça fait une boucle magnifique, ça peut nous arriver à nous aussi. Absolument. Voilà. Et tu as effectivement en fait un mécanisme de banque centrale en dernier ressort. Et en fait, pour moi, le problème il est beaucoup plus démocratique en réalité. Il est beaucoup plus que tu donnes en fait à un État une espèce de pouvoir discrétionnaire monumental, puisque finalement tu lui as fourni la planche à billets de facto, puisque tu lui fournis une dette. Alors tu appelles ça une dette, mais on sait parfaitement que la dette ne sera jamais remboursée. Et donc en fait, tu as donné la planche à billets à l'État. Pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est pas du tout un problème financier. Oui, je comprends. Parce que derrière, tu vas toujours avoir un truc, un machin, la BCE. Oui, mais etc. regarde, c'est pas aussi simple, puisque alors on n'aura pas le temps d'en reparler de la réforme des retraites, mais tu te rends bien compte que ce qui est fait aujourd'hui en France est sans doute aussi en partie fait pour rassurer l'ensemble des investisseurs, l'ensemble du système financier sur le fait que non, on n'est pas en plein délire et non. Donc tu as quand même un chemin de crête sur lequel il faut rester. Voilà. Tu as toujours un chemin de crête, mais ce qui est inacceptable à une époque le devient. Je veux dire, en 80, quand Mitterrand est élu, les taux d'intérêt sont à 17% parce qu'on dit on a 20% du PIB en dette. Quelle horreur! Quelle horreur!
Ça, c'est en 81. Oui. Donc, tu vois, les normes changent. Donc là, tu vois, on se dit, bah oui, 60, 80, et puis demain, on se dira 120, et puis demain, on se dira 140. Donc, à un moment donné, tu as toujours effectivement un ajustement, mais tu as toujours, en fait, derrière, le système qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu vas avoir un truc qui va être sorti par une banque centrale qui va dire whatever it takes d'une façon ou d'une autre et qui va quelque part apporter la liquidité, apporter la mission monétaire qui va bien. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te retrouves finalement avec... On voulait rendre l'État indépendant de la Banque centrale et en fait, on a rendu une Banque centrale dépendante des États. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est, pour moi, le problème, il est essentiellement... Oui. Il est double. Il est démocratique et il est social. Il est social parce que c'est en plus une émission par dette, donc qui en fait très fondamentalement qui creuse des inégalités. Ça, on pourra en discuter un autre jour. Et donc, tu as en fait un système qui... Mais François-Xavier, non. Si c'est ça, Bruno Le Maire n'a pas besoin de dire la France est à l'euro près. Oui, mais... S'il le dit, c'est que c'est pas aussi simple, Mais non, c'est pas aussi simple. que t'as filé à l'État la planche à billets. Non, t'as filé à l'État sous condition la planche à billets, et si tu fais n'importe quoi, elle va t'exploser entre les mains. Il y a un conseil d'administration, et le conseil d'administration de la BCE, ce sont les États. Les actionnaires, ce sont les États. Oui. Ce sont les États qui doivent décider ensemble. La BCE, une Et complexité donc, effectivement, en plus. chaque État, c'est là où tu as raison, chaque État n'a pas l'autorisation de droit de tirage illimité. Je pense même pas à ça. La Banque Centrale Européenne rachète ce qu'on appelle sur le marché secondaire. Quand tu émets de la dette, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. Voilà, quand même. D'un autre côté, si tu as juste les banques en intermédiaire, c'est pas très compliqué. Non. Si tu as juste les banques de ton État. Si elles sont contre-garanties en back-to-back, si elles savent que derrière la Banque centrale achète... derrière, il y a un acheteur dernière sorte qui achète tout ce qu'elles achètent eux. Oui, mais elle ne peut pas tout acheter non plus. Non, mais... Ou alors, enfin... Non, ou alors on ne sait plus où on habite. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Non, mais bien sûr. Donc il faut quand même, à un moment, que tu aies... Moi, je continue à penser, tu as un garant de dernier ressort, et ce garant, c'est l'Allemagne. C'est en grande partie l'Allemagne, mais en fait, ce sont tous les pays frugaux. C'est-à-dire que quand on regarde... Oui, mais il faut une certaine puissance. Mais si tu te retrouves avec les Pays-Bas pour te garantir... En fait, oui, mais quand tu fais les Pays-Bas, plus la Finlande, plus l'Autriche, plus... Ça fait quand même pas beaucoup. Bah, en gros, on doit tu dois arriver à l'Allemagne. On ne doit pas être loin de 60%, 70% du PIB allemand. Peut-être pas totalement le PIB allemand, mais 60-70% du PIB allemand. Il y en a besoin. C'est pas anecdotique, c'est pas epsilon. Bon. Digues, si on continue la façon de créer de la monnaie actuelle, les digues tomberont les unes après les autres. Oui. Stéphane. Non, mais on pourra en reparler en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. C'est absolument mécanique. On a un système qui crée de la dette et qui va continuer à en créer dans les crises et dans les moments où ça va bien. Il nous reste 10 minutes. De quoi on parle en 10 minutes? Qu'est-ce qui vous intéresse? J'avais mis, parce que c'est ton job quand même, François-Xavier, les ETI. Oui, on peut parler d'ETI, on peut parler des retraites, on peut absolument les ETI, très bien. Oui. Un mot. Non, mais bon, remarque, j'en reparlerai demain aussi des ETI. Les retraites, je ne sais pas. Oui, non, mais allons-y sur les retraites. Qu'est-ce que vous avez un truc à dire sur les retraites? Il y a quelque chose qui t'intéresse, Wilfried, sur les retraites? En fait, ce qui est effectivement intéressant, c'est le fait que là, maintenant, on commence à avoir une idée au minimum de fin de calendrier. On sait qu'effectivement la concertation et le projet de loi va aboutir avant la fin de l'hiver. Il ne peut plus reculer, là. Il a brûlé ses vaisseaux, on est d'accord. Exactement, c'est très clair. Voilà. Et on commence avec, on voit très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire on commence en mettant la barre très haut, c'est-à-dire à 65 ans, en disant c'est ce que j'ai dans mon programme. Donc ça m'a coûté des points. Donc j'ai été élu malgré ça. Donc c'est 65 ans. On voit très bien que probablement on va atterrir autour de 64, bon, mais on met 65. Et l'idée, le pari global, c'est de dire, en fait, je vais avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement, mais en repoussant mécaniquement l'âge de la retraite, je vais avoir plus de gens au travail. Je ne vais pas augmenter le chômage, je vais avoir plus de gens au travail. Et lorsque je vois effectivement l'étude que nous a envoyée de Maximis Retraite, mais les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient continuer à faire uniquement du tableur Excel pour du calcul de points, qui surtout devraient éviter de travailler sur la valeur ajoutée économique. Parce que si on considère qu'effectivement, en fait, les seniors qui resteront au travail, en fait, n'ont pas plus de valeur ajoutée là où ils resteront que le junior qui le remplacerait éventuellement, alors effectivement, l'économie en tant que telle n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on garde quelqu'un dans une entreprise au salaire où il est payé, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a plus de création de valeur. Mais ils n'auront pas plus de valeur ajoutée, en fait, ils auront peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, le problème, c'est ce que dit Emmanuel Grimaud, c'est la brutalité du truc. C'est-à-dire, là, tu as un certain nombre de seniors, j'en sais rien, 57, 58, 59, 60 ans,
qui sont, comme je le dis assez régulièrement, PNC à vos portes, remontez la tablette, en phase d'atterrissage. Ils ne se sont pas formés, et ils ne vont pas le faire. Tu vois, et donc, oui, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand le système... Évidemment que quelqu'un de 60 ans aura davantage de productivité, créera davantage de richesse qu'un junior. Mais là, en l'occurrence, effectivement, le chiffre est impressionnant quand même. 1 500 000, si c'est retraite à 65 ans, comme le dit Emmanuel Macron, 1 500 000 seniors qui auraient dû partir et qui vont rester. Et alors ? Et où est le problème ? Le problème, c'est que tu ne sais pas quoi en faire. Mais non, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'il y a 1 500 000, alors que dans ces 1 500 000, il y a effectivement 100 000, 200 000, peut-être, presque 1 million de personnes qui soient effectivement en phase d'atterrissage. Mais même si tu ne sauves qu'un tiers, normalement, tu as de la valeur ajoutée supplémentaire. Si tu n'as pas de valeur ajoutée supplémentaire, mais ça veut dire qu'effectivement, on considère qu'ils sont juste là parce que, globalement, ils attendent la retraite. Tous, mais c'est impossible d'avoir ce raisonnement-là. C'est d'un nihilisme économique total, mais totalement nihiliste. Alors on peut décider d'être comme ça, de dire mais dans ce cas-là, remettons la retraite à 55 ans, comme ça on est tranquille, puisqu'à partir de 55 ans... Mais non, tu te rends bien compte que c'est un mécanisme qui va se mettre en place. De la même manière que la réforme Fillon d'il y a 10 ans amène aujourd'hui à un âge moyen de départ à la retraite à 63 ans, et qu'effectivement, le gars qui était sur une voie de garage à 55 ans, aujourd'hui ne l'est plus. Bon, mais c'est une mécanique qui va prendre une dizaine d'années. Et en attendant, tu vas te retrouver avec un problème à gérer, un sacré problème à gérer. Stéphane, tu sais très bien que dans le cadre de tes projections économiques, tu fais un calcul d'actualisation. Donc tu dis tes flux futurs vont être supérieurs. Donc effectivement, et le sujet, c'est d'essayer d'accélérer cette transition-là. Ce qui te donne raison, c'est que de toute façon, les juniors, tu les trouves pas. En plus. Voilà. Donc, la crise de recrutement est telle que, de toute façon, là. Mais les gains de productivité par les gars, j'en fais partie, je le dis très régulièrement. Non, je n'apporte aucun gain de productivité à personne. Dans les conducteurs de bus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les conducteurs de bus. Aujourd'hui, des problèmes dans les conducteurs de bus, c'est que personne n'a été formé pendant la pandémie. Les gens ont continué à partir et là, ils se disent zut, on n'a plus de conducteurs. Oui, mais là, effectivement, il va falloir gérer le problème. Tu as vu le chiffre, attends, juste, il faut le donner, le chiffre que j'ai vu passer là. Seuls 3/4 des bus RATP, région parisienne, circulent normalement en ce moment. Donc le défaut de service, c'est 26%, juste parce qu'il n'y a pas de gars pour conduire le bus. C'est 26%. Énorme. C'est énorme. Votre débat, il est magnifique. Il illustre parfaitement l'insanité du système actuel. L'impasse totale dans lequel on est dans un système de retraite par répartition. Je suis désolé de revenir à ça, mais quand on a fait ce système-là en 45, on travaillait 2000 heures par an. C'était le temps moyen de travail d'un Français. On est à 1400 aujourd'hui. On travaille de moins en moins. Et en fait, la tendance globale d'une économie... Redonne les dates, 2000 heures par an en 45, on est à 1400 aujourd'hui. Mais c'est dans tous les pays, c'est pas juste la France. Oui, non, mais c'est très dans tous les pays, la croissance économique mais en même temps, donne du temps libre. Attends, les 2000 heures par an de 1945 créaient moins de richesse que les 1400 heures aujourd'hui. Absolument. Mais et quand je dis 2000 heures par an, il faut bien se souvenir que tu avais une espérance de vie résiduelle à la retraite qui était très limitée. Et donc en plus de ça, tu as augmenté l'âge de la retraite et en plus de ça, tu rentres sur le marché du travail un peu plus tard parce que tu fais l'étude plus longue. Donc en fait, on a pratiquement divisé par 2 la part de temps éveillé. On est passé de 24 à 12% de notre temps éveillé au cours d'une vie au travail. Parce qu'on a une tendance... Non mais c'est un truc de dingue. Et donc on se dit... Le temps éveillé, pourquoi ? Tu enlèves les moments où on dort, c'est ça ? Non, tu dis sur 16 heures par jour en moyenne, et c'est d'ailleurs une enquête de l'INSEE 2010 dont on travaille du temps des Français, tu bosses en moyenne 2h27 de mémoire par jour en moyenne sur une durée de vie. C'est-à-dire 17 heures par semaine. Le fameux chiffre de Keynes de 15 heures par semaine qu'il avait vu en 1930, on n'est pas très loin. On y est. Et c'est très bien. C'est le fait d'avoir gagné du temps libre, on est tous contents. Je veux dire, j'ai connu. Mais sur une vie, attention. Ce que tu dis, c'est sur une vie. Oui, non, mais les gens. Il n'y a que moi qui bosse 2 heures par jour, sinon voilà. Pas vous. C'est sur une vie complète, mais c'est le temps moyen. Le temps moyen, et tu peux le faire différemment. Tu peux dire 1400 heures divisé par le nombre d'heures éveillées. Non, mais c'est clair. Tu as plein de façons d'y arriver, mais en gros, on bosse 12% de notre temps éveillé pour un salaire. Et à peu près autant pour pas de salaire, c'est-à-dire sur des activités qui sont du travail, mais pas rémunérées. Bref. Et donc, en fait, on a fondamentalement, l'économie, c'est une machine à donner du temps libre. Donc, c'est super, c'est très bien. Et personne, parmi les plus grands zélateurs de la valeur travail, je connais personne qui n'ait pas envie de prendre ses vacances et ses week-ends. Donc on est très contents tous d'avoir du temps libre. Simplement, on a un système de retraite qui n'est pas du tout
du tout fait pour ça. Et donc en fait, tu as une tendance de fond qui est qu'on travaille de moins en moins, qu'on le veuille ou non, et tu as un système de retraite qui ne peut fonctionner que si on travaille plus. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que la valeur ajoutée du travail dans l'économie, elle baisse en proportion par rapport à la valeur ajoutée du capital, tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, ce qui est le cas de plus en plus dans les facteurs de production, le capital prend de la place par rapport au travail. Eh bien, je suis désolé, si on n'arrive pas à se dire à un moment donné, il faut de la répartition. Il va falloir commencer. Il faut de la capitalisation. Il va falloir commencer à se dire, on prend de la capitalisation pour financer la retraite. Ça ne peut pas marcher. Et ça ramènera des débats comme les vôtres. Ça ne peut pas marcher si on ne prend pas de capitalisation. C'est ça que tu veux dire. Oui, la répartition pure, c'est un échec. Je vous renvoie à l'Institut Molinari, qui vient nous voir régulièrement et qui a fait là-dessus des études complètes. C'est juste tellement évident. Et en plus, la question, c'est le temps quand même pour accumuler le capital suffisant. Mais justement, il n'y a pas de temps à perdre, mais c'est pas pour nous, quoi. Mais, voilà. C'est pas pour nous, mais enfin, si, ça peut être, tu peux commencer à faire des choses, tu peux commencer à dire... C'était notre débat d'il y a 20 minutes, après tout, comme il n'y a plus de limite, on peut aller mettre 2000 milliards dans un fonds de capitalisation de retraite, c'est la BCE qui paye. Un peu de leverage, un peu de levier. Non, mais tu peux effectivement trouver des solutions, et en tout cas, je ne dis pas que c'est hyper simple de passer d'un retraite de répartition par capitalisation, mais démarrons tout de suite. Ouais. À un moment donné... point d'entrée, hein. Et politiquement, c'est pas vrai, c'est un bon point d'entrée, là, Wilfried. Émeric Préaubert était venu nous voir il y a une dizaine de jours. Il disait, c'est bizarre, parce que ça a vraiment saigné. D'habitude, quand ça saigne, j'ai envie d'acheter. Et là, j'ai pas envie d'acheter. Ce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, on commence à avoir des indicateurs qui montrent que, en tout cas, il y a une tendance à créer un espèce de fonds sur le marché. Alors, on peut avoir sur 2-3 mois encore pas mal de volatilité. On est sur un marché, et je termine parce que on est en fait sur une minute. T'as une minute. Voilà, on est sur un marché qui ressemble non pas à celui auquel les gens se comparent, c'est-à-dire 2008. Ça n'a rien à voir puisque 2008 la tendance était déflationniste. On est sur un marché qui ressemble au bear market qui s'est déclenché à 72-73. Là, dans une tendance inflationniste. Et donc, ce qu'il faut, c'est regarder quand est-ce que le marché a fait son creux. Est-ce qu'il a fait son creux au moment où les taux ont atteint leur sommet ou le moment où les taux ont atteint leur baisse? Et en fait, il a commencé à repartir en 72-73 au moment où les taux sont arrivés à un sommet. Il n'a pas attendu en fait que les taux redescendent. Que les taux véritablement descendent. Logique, et donc je pense qu'effectivement, si, comme je le dis, les plus durs au sein des banques centrales sont en train de dire là, il faut quand même pas qu'on aille trop loin. On est peut-être arrivé justement à ce sommet-là. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Après, on sait que tout peut arriver, hein. mais on est quand même, je pense, pas très loin du moment. Je suis d'accord avec Wilfried sur le fait que c'est les taux hauts qui sont le point, mais je suis pas sûr effectivement qu'on y soit encore. C'est fini. Et donc, on se retrouve demain, les amis, pour d'autres débats.